Notre appartement donne sur la rivière Chicago, où la lumière du matin danse sur l'eau en motif qui, autrefois, m'apportait dans la paix. Cela fait maintenant 3 ans que nous sommes juste tous les deux. Mon fils de 6 ans, Lucas, et moi, David. Mon épouse, Sarah, est décédée quand Lucas avait à peine 3 ans, emportée dans son sommeil par un anévrisme cérébral. D'un instant à l'autre, elle était là, puis elle était partie. Je me souviens encore de Lucas, qui me demandait pendant les semaines qui ont suivi quand maman allait rentrer à la maison. Je travaille comme architecte dans un cabinet de taille moyenne au centre-ville. Les horaires flexibles m'aident à tout concilier. Déposer Lucas à l'école, faire une journée complète de travail, aller le chercher, préparer le dîner, aider aux devoirs, histoire du soir. C'est épuisant, mais voir mon fils devenir un garçon réfléchi et curieux vaut chaque moment de fatigue. Lucas a les yeux de sa mère, ce même verre qui pouvait vous percer à jour. Mon ami de toujours, Thomas, et son épouse, Rebecca, nous ont soutenus à travers tout. Thomas et moi avons grandi ensemble dans le même quartier, sommes allés aux mêmes écoles et avons été les témoins de mariage l'un de l'autre. Il était là la nuit où Sarah est morte, me tenant pendant que je sanglotais dans le couloir de l'hôpital. Lui et Rebecca habitent à 15 minutes de chez nous, dans une maison avec un grand jardin que Lucas adore. Ils ont été notre famille, lorsque nous n'avions personne d'autre. Rebecca n'aurait pas pu être plus gentille après le décès de Sarah. Elle nous a apporté des repas pendant des semaines, m'a aidé à trier les affaires de Sarah quand je ne supportais pas de le faire seule, et a pris Lucas en garde pour des après-midi de jeu, afin que je puisse simplement reprendre mon souffle. Je leur faisais entièrement confiance. Je pensais que nous avions de la chance de les avoir. Lucas adorait oncle Thomas et tante Rebecca. Thomas lui a appris à lancer une balle de baseball. Rebecca lui lisait des histoires avec des voix différentes qui le faisaient glousser. Les week-ends, Lucas demandait avec enthousiasme si nous pouvions aller chez eux. Il rangeait ses petites voitures préférées dans son petit sac à dos et comptait les minutes jusqu'à notre départ. Chaque fois que je voyais mon fils courir dans leur jardin, riant pendant que Thomas le poursuivait, j'étais reconnaissant. Qu'aurions-nous fait sans eux? Cette routine confortable a changé il y a 2 mois. Notre cabinet a décroché un contrat majeur pour la conception d'un nouveau centre culturel, le plus grand projet de ma carrière. Cela signifiait des heures plus longues, du travail occasionnel le week-end et des appels vidéo tardifs de temps en temps avec des consultants de fuseaux horaires différents. J'allais être débordée. J'ai fait asseoir Lucas à la table de la cuisine un soir et j'ai essayé de lui expliquer. Papa a un projet très important au travail. Je risque de rentrer tard certains soirs. Mais je serai toujours là pour toi, mon grand. Toujours. Lucas a hoché la tête sérieusement et j'ai ressenti un pincement au cœur. Il avait déjà perdu sa mère. Maintenant, son père allait être moins disponible aussi. C'est là que Thomas a fait son offre. Il m'a appelé ce soir-là. « Rebecca et moi en parlions », a-t-il dit. « On sait que tu as cet énorme projet. Laisse-nous t'aider davantage avec Lucas. Il peut rester dormir dès que tu en as besoin. Ce n'est pas un problème du tout. On adore la voir. » J'ai ressenti un soulagement immense. « Tu es sûr? Je ne veux pas m'imposer. » Thomas a ri chaleureusement. « David, tu es mon frère. Lucas est comme notre propre fils. On veut le faire. » Je l'ai remercié abondamment. J'avais l'impression d'être la personne la plus chanceuse du monde d'avoir des amis aussi solidaires. Après cette conversation, Lucas a commencé à passer plus de temps chez Thomas et Rebecca. Ce qui a commencé par une nuit par semaine est devenu 2, puis 3. Parfois, il restait du jeudi soir au dimanche après-midi. Mon fils me manquait terriblement, mais je me disais que c'était temporaire. Juste jusqu'à ce que le projet soit terminé. Lucas semblait assez content. Quand je l'appelais chez Thomas, il disait toujours qu'il s'amusait. Rebecca prenait le téléphone et me rassurait. « Il va très bien, David, ne t'inquiète de rien. » Je me suis plongée dans les plans et les réunions avec les clients, travaillant 12 heures par jour, rentrant dans un appartement vide qui résonnait du silence. Au fil des semaines, j'ai commencé à remarquer de petits changements chez Lucas quand il rentrait à la maison. Rien de spectaculaire au début, juste des changements subtils. Il semblait plus calme, plus renfermé.
Avant, il courait me serrer dans ses bras quand j'allais le chercher. Mais maintenant, il marchait lentement, les yeux baissés. Je lui demandais comment s'était passé son séjour chez oncle Thomas, et il haussait simplement les épaules. « C'était bien », disait-il d'une voix neutre. J'ai mis ça sur le compte de la fatigue. Les enfants sont parfois d'humeur changeante. Ils traversent des phases. J'étais moi-même épuisée, alors je n'ai pas cherché plus loin. J'aurais aimé l'avoir fait. Un vendredi soir, j'ai fini le travail plus tôt et j'ai décidé de faire une surprise à Lucas. Je me suis rendue chez Thomas et Rebecca sans prévenir, impatient d'emmener peut-être mon fils manger une glace, juste nous deux. Quand j'ai sonné, Rebecca a ouvert. Elle avait l'air surprise, presque effrayée. « David, on ne t'attendait que demain. » J'ai souri. « Je sais, j'ai fini plus tôt. Je pensais passer un peu de temps avec Lucas. » Elle a hésité un instant. « Bien sûr, entre. » Lucas était dans le salon, en train de construire avec des Legos. Quand il m'a vue, il n'a pas souri. Il a juste fixé son regard. « Salut mon grand, surprise. Tu veux aller chercher une glace ?» Lucas a jeté un coup d'œil à Rebecca, puis à moi. « Je n'ai pas fini de jouer, » a-t-il dit doucement. Quelque chose dans son ton sonnait faux, mais je n'arrivais pas à identifier quoi. La semaine suivante, Lucas est resté à la maison avec moi. J'avais pris quelques jours de congé pour rattraper le temps père-fils. J'ai préparé son petit déjeuner préféré, des crêpes aux pépites de chocolat. Lucas a mangé machinalement, sans dire grand-chose. « Tu t'es bien amusé chez oncle Thomas ?» ai-je demandé. Mon fils a haussé les épaules. « Lucas, est-ce que tout va bien ?» Il a levé les yeux vers moi avec ses yeux verts, les yeux de Sarah, et pendant un moment, j'ai cru qu'il allait dire quelque chose d'important. Puis il a simplement hoché la tête. « Tout va bien, papa. » Mais ça n'allait pas. Je le sentais au plus profond de moi. Cette nuit-là, j'étais en train de coucher Lucas quand il m'a posé une question qui m'a glacé le sang. « Papa, tu vas m'envoyer loin ?» Je me suis assis au bord de son lit, confus. « T'envoyer loin ? Qu'est-ce que tu veux dire ?» La lèvre inférieure de Lucas a tremblé. « Vivre ailleurs. Parce que tu ne veux plus de moi. » Je l'ai serré très fort dans mes bras. « Lucas, non, jamais. Je ne t'enverrai jamais loin. Tu es mon fils. Je t'aime plus que tout au monde. » Où as-tu eu cette idée ? Lucas est resté silencieux contre ma poitrine. Personne. J'ai juste pensé, peut-être. Je l'ai serré plus fort, troublé par la question. Qu'est-ce qui avait mis cette peur dans sa tête ? Au cours des 2 semaines suivantes, le comportement de Lucas est devenu de plus en plus préoccupant. Il a commencé à cacher des choses. Je trouvais ses dessins froissés à la poubelle, des jouets enterrés au fond de son placard. Quand je l'interrogeais sur l'école, il répondait à peine. Son enseignante a appelé pour dire qu'il était inhabituellement silencieux en classe, ne participant plus comme avant. La lumière dans les yeux de mon fils s'éteignait, et je ne savais pas pourquoi. J'ai pris rendez-vous avec une psychologue pour enfants. Peut-être faisait-il un deuil tardif de sa mère. Peut-être que je travaillais trop. Peut-être avait-il besoin d'une aide professionnelle pour gérer ses sentiments. La psychologue, Dre Martinez, a rencontré Lucas pendant 1 heure pendant que j'attendais dans la salle de réception. Quand elle m'a fait entrer après, son expression était grave. « Monsieur Chen, est-ce que Lucas a passé du temps avec de nouvelles personnes récemment ? Y a-t-il eu des changements dans sa routine ?» J'ai expliqué l'histoire de Thomas et Rebecca, le temps accru passé chez eux à cause de mon projet professionnel. Dre Martinez a pris des notes. « Lucas m'a fait part de déclarations préoccupantes. Il croit que vous prévoyez de l'abandonner. On lui a répété à plusieurs reprises que vous ne l'aimiez pas vraiment, que vous attendiez juste le bon moment pour le laisser. » Mon sang s'est glacé. « Quoi ? Qui lui a dit ça ?» Dre Martinez m'a regardé attentivement. Il a mentionné un oncle et une tante. Il a dit qu'il le préparait pour le moment où vous partiriez. J'ai eu l'impression d'avoir reçu un coup de poing dans l'estomac. Thomas et Rebecca. Il disait à mon fils que j'allais l'abandonner. Mais pourquoi ? Quelle raison possible pouvait-il avoir ?
Dre Martinez a poursuivi. Je dois signaler cela, David. Cela constitue une maltraitance psychologique d'un mineur. La loi m'oblige à contacter les services de protection de l'enfance, SPE. J'ai hoché la tête, engourdi. Tout ce qui doit être fait, je veux juste que mon fils aille bien. Dre Martinez a posé sa main sur mon bras. Lucas aura besoin d'une thérapie, et vous aurez besoin de réponses. Mais le plus important pour l'instant est qu'il sache que vous n'allez nulle part. Ce soir-là, je me suis assis avec Lucas dans sa chambre. J'ai pris ses mains dans les miennes. Mon grand, est-ce qu'oncle Thomas et tante Rebecca t'ont dit que j'allais te laisser? Les yeux de Lucas se sont remplis de larmes. Il a hoché la tête. Quand? Ai-je demandé doucement. Ils ont dit après que ton grand projet sera fini. Ils ont dit que tu étais fatigué de t'occuper de moi, que tu voulais avoir une nouvelle vie sans moi, qu'ils allaient s'occuper de moi à la place parce qu'ils m'aiment plus. Les larmes coulaient sur ses joues. Ils ont dit que je devrais commencer à les appeler maman et papa pour que ce ne soit pas difficile quand tu partiras. Je sentais la rage monter en moi, mais j'ai gardé ma voix calme pour Lucas. Ils t'ont menti. Je ne te quitterai jamais, jamais. Tu es mon fils, et je t'aime de tout mon cœur. C'était mal de leur part de dire ces choses. Lucas a sangloté, et je l'ai tenu pendant qu'il pleurait. Le lendemain, une enquêtrice des SPE est venue à notre appartement. Elle s'appelait Jennifer Walsh, et elle avait des yeux gentils, mais une attitude ferme. Elle m'a interrogé d'abord, puis Lucas. Elle a posé des questions détaillées sur notre temps passé avec Thomas et Rebecca, les choses qu'ils avaient dites, la fréquence des séjours de Lucas chez eux. Je lui ai donné tout ce dont je pouvais me souvenir. Chaque détail. Lucas a eu peur au début, mais Madame Walsh a été douce avec lui. Au bout de 2 heures, elle a refermé son carnet. Monsieur Chen, il s'agit d'un cas clair d'aliénation parentale et de manipulation psychologique. Nous allons enquêter de manière approfondie. Je vais devoir parler à Thomas et Rebecca Sullivan. Je n'ai pas dit à Thomas que les SPE venaient. Je voulais qu'il soit pris au dépourvu, surpris. 2 jours plus tard, Madame Walsh m'a appelé. Nous les avons interrogés ce matin. Thomas a tout nié au départ. Rebecca était plus sur la défensive, émotive. Mais nous avons obtenu une ordonnance du tribunal pour examiner leur domicile et leurs appareils personnels. J'ai demandé ce qu'ils cherchaient. Des preuves de préméditation, communication, journaux intimes, tout ce qui montre que cela était planifié plutôt qu'impulsif. Je les remerciai et j'ai raccroché, faisant les 100 pas dans mon appartement. Pourquoi mon ami de toujours me ferait-il ça? À mon fils? La réponse est venue 1 semaine plus tard. Madame Walsh m'a appelé pour que je vienne au bureau des SPE. Quand je suis arrivée, elle avait un ordinateur portable ouvert sur son bureau. Nous avons trouvé quelque chose sur l'ordinateur de Thomas Sullivan, un dossier caché dans des fichiers chiffrés. Je pense que vous devez voir ça. Elle a tourné l'ordinateur portable vers moi. Il y avait des centaines de photos de Sarah, mon épouse décédée. Des photos que je n'avais jamais vues, prises sous des angles qui suggéraient que Thomas l'avait photographiée à son insu. Au restaurant, au parc, dans notre ancienne maison à travers les fenêtres. Certaines dataient de l'université, d'autres d'1 an avant sa mort. Mes mains se sont mises à trembler. Madame Walsh a cliqué sur un autre fichier. Il y a plus. C'était un document, une sorte de journal intime. J'ai commencé à lire, et à chaque phrase, l'horreur grandissait. Thomas était amoureux de Sarah depuis l'université. Il lui avait proposé de sortir avec lui avant moi, et elle avait refusé. Quand elle m'avait choisi, il avait été dévasté, mais l'avait caché. Il écrivait qu'il nous avait regardés nous marier, et qu'il aurait dû être celui qui se tenait à l'autel. Il écrivait que Rebecca était une remplaçante, quelqu'un qu'il avait épousé parce qu'il ne pouvait pas avoir Sarah. Plus glaçant encore, il écrivait qu'il considérait la mort de Sarah comme une opportunité, une chance d'entrer dans ma vie, d'élever Lucas comme son propre enfant, d'avoir la famille qui aurait dû être la sienne depuis le début. J'avais la nausée. « Il y a une entrée récente », a dit Madame Walsh doucement, datant d'il y a 3 mois. J'ai fait défiler vers le bas.
Thomas avait écrit son plan. Il ne pouvait pas simplement prendre Lucas, ce serait un enlèvement. Mais s'il pouvait faire en sorte que Lucas me rejette, choisisse de rester avec eux, cela semblerait naturel. S'il pouvait me faire passer pour un père négligent et lui-même pour le meilleur parent, peut-être qu'avec le temps, il pourrait demander la garde. Il écrivait que Lucas était assez jeune pour être modelé, pour oublier que j'étais son vrai père. D'ici l'année prochaine, avait écrit Thomas, Lucas m'appellera papa, et David ne sera plus qu'un lointain souvenir. J'ai repoussé l'ordinateur portable et j'ai mis ma tête dans mes mains. Mon meilleur ami depuis l'enfance. La personne en qui j'avais le plus confiance au monde. Il avait systématiquement détruit ma relation avec mon fils, empoisonnant Lucas contre moi. Tout ça parce qu'il était obsédé par mon épouse décédée. « Où est-il maintenant ?» ai-je demandé. Madame Walsh a dit que Thomas et Rebecca avaient été placés en garde à vue ce matin-là. Ils étaient accusés de maltraitance envers un enfant, d'aliénation parentale et de complot en vue de commettre une interférence avec la garde. Rebecca était apparemment au courant de l'obsession de Thomas pour Sarah, mais elle l'avait soutenu, désespérée d'avoir un enfant après des années de traitement de fertilité infructueux. Elle pensait que s'il pouvait avoir Lucas, elle pourrait enfin être mère. J'ai été autorisée à lire les retranscriptions des interrogatoires de police. Rebecca s'était effondrée pendant l'interrogatoire. « Je voulais juste être maman », avait-elle sangloté. « Nous avons essayé pendant 7 ans. Rien n'a marché. Tous les traitements ont échoué. » Quand Thomas a dit que nous pouvions avoir Lucas, que ce serait naturel parce que David était débordé et que nous aidions déjà beaucoup, je n'ai pas posé de questions. Je ne voulais pas en poser. Je voulais que ce soit vrai. Thomas avait été plus froid lors de son interrogatoire. Confronté à son journal intime, il avait tout admis. « Sarah était censée être à moi », a-t-il dit. « David me l'a prise. Ce n'était que rétablir l'équilibre. Lucas mérite un père qui est vraiment présent, pas un qui travaille tout le temps et le laisse avec d'autres. » Le détective avait noté que Thomas ne montrait aucun remords, seulement du ressentiment. Ce soir-là, j'ai tout expliqué à Lucas dans des termes adaptés à son âge. Oncle Thomas et tante Rebecca étaient confus. Ils pensaient qu'ils devaient être tes parents à ma place. Mais ils avaient tort. Tu as un papa qui t'aime. C'est moi. Et personne ne peut changer ça. Lucas a demandé d'une petite voix. Est-ce qu'oncle Thomas aimait vraiment maman ? J'ai fait une pause. Il pensait que oui. Mais le véritable amour ne fait pas de mal aux gens. Le véritable amour ne ment pas. Lucas a réfléchi. Je ne veux plus les voir. Je l'ai serré dans mes bras. Tu n'auras pas à le faire, mon grand. Je te le promets. Le procès a eu lieu 4 mois plus tard. J'étais assis dans la salle d'audience. Lucas étant en sécurité à la maison avec une nounou de confiance, une femme que le service des ressources humaines de mon cabinet avait rigoureusement vérifiée. Le procureur a présenté les preuves méthodiquement. Les photos de Sarah, le journal intime de Thomas, des messages textes entre Thomas et Rebecca discutant de leur plan, des témoignages de Dre Martinez et de Madame Walsh sur les dommages psychologiques infligés à Lucas. La défense a tenté de faire valoir que les sentiments de Thomas pour Sarah n'étaient qu'un amour non réciproque, pas une obsession, qu'il voulait seulement aider, que son journal n'était qu'un fantasme, pas une action. Mais les preuves étaient accablantes. La juge, une femme sévère d'une 60aine d'années, a lu le verdict avec un dégoût évident. Thomas Sullivan, vous avez été reconnu coupable de maltraitance envers un enfant au 2e degré, de tentative d'interférence avec la garde et de complot. Vous avez utilisé votre position de confiance pour manipuler psychologiquement un enfant en deuil pour vos propres désirs égoïstes. Ce tribunal vous condamne à 8 ans de prison. Rebecca a suivi. Rebecca Sullivan, bien que je croie que vous ayez été manipulée par votre mari, vous avez néanmoins participé activement à causer un préjudice émotionnel grave à un enfant de 6 ans. Vous êtes condamnée à 4 ans de prison, avec possibilité de libération conditionnelle après 2 ans sous réserve d'évaluation psychologique. Thomas s'est tourné vers moi avant qu'on ne l'emmène. Il n'y avait aucune excuse dans ses yeux, juste un regard froid. « Tu ne l'as jamais mérité », a-t-il dit. « Ni lui.
Je n'ai rien dit. Rebecca pleurait, murmurant des excuses à personne en particulier. Je les ai vues être emmenées menottées, ces personnes que j'avais autrefois appelées ma famille, et je n'ai ressenti que du vide. Comment fait-on le deuil d'une amitié qui n'était apparemment qu'un mensonge depuis des décennies? 6 mois se sont écoulés depuis le procès. Lucas suit une thérapie 2 fois par semaine avec Dre Martinez. Certains jours sont meilleurs que d'autres. Il fait encore des cauchemars parfois, se réveillant avec la peur que je sois partie. Quand cela arrive, je m'assieds avec lui jusqu'à ce qu'il se rendorme, lui tenant la main, lui rappelant que je suis là. Nous avons établi de nouvelles routines, de nouvelles traditions. Les samedis matins, nous faisons des crêpes ensemble. Les dimanches après-midi, nous allons à l'aquarium ou au musée. Chaque soir avant de dormir, je lui dis 3 choses que j'aime chez lui. Lentement, progressivement, je revois des aperçus du garçon qu'il était. Lucas a rejoint une équipe de Little League ce printemps. J'entraîne ses pratiques. C'est chaotique, 12 enfants de 6 ans courant dans des directions différentes, mais Lucas adore ça. Après son premier match, où il a frappé la balle pour la première fois et a couru vers la première base tout sourire, il m'a serré fort dans ses bras. « Je suis content que tu sois mon papa », a-t-il chuchoté. J'ai dû retenir mes larmes. « Je suis content que tu sois mon fils », ai-je chuchoté en retour. Ces petits moments de connexion me semblent être des miracles. J'ai fait la paix avec ma propre culpabilité. Je m'en voulais de trop travailler, de ne pas avoir vu les signes plus tôt, d'avoir fait confiance aveuglément. Ma thérapeute m'a aidé à comprendre que Thomas et Rebecca étaient des maîtres manipulateurs qui ont exploité mon deuil et mon état d'épuisement. Je n'aurais pas pu le savoir. Mais je peux en tirer des leçons. Je peux être plus présent, plus attentif, plus prudent quant à ceux que je laisse entrer dans nos vies. Lucas m'a demandé récemment, alors que nous rentrions de l'école, « Papa, est-ce que les gens de la famille peuvent être de mauvaises personnes ?» J'ai réfléchi attentivement à ma réponse. Parfois, les gens que nous considérons comme de la famille se révèlent être autre chose. La vraie famille, ce sont les gens qui te protègent, qui te disent la vérité, qui t'aiment sans condition. Le sang ne fait pas la famille. L'amour et le respect font la famille. Lucas a hoché la tête pensivement. Alors, nous sommes une vraie famille? Juste toi et moi? Je lui ai serré la main. La famille la plus vraie qui soit, mon grand. Nous avons commencé à établir de nouvelles relations. Lucas a des après-midi de jeu avec des enfants de l'école, supervisés avec soin. J'ai rejoint un groupe de soutien pour parents célibataires, où j'ai rencontré d'autres pères et mères confrontés à des défis similaires. Nous ne sommes pas seuls, même si parfois, on a encore cette impression. Mais nous guérissons, un jour à la fois. Cette année, à l'anniversaire de la mort de Sarah, Lucas et moi avons visité sa tombe ensemble. Il a déposé des fleurs sur la pierre tombale, des roses jaunes, ses préférées. « Tu crois que maman serait fière de moi ?» a-t-il demandé. Je me suis agenouillée à côté de lui. Elle serait incroyablement fière. Tu es courageux, gentil et fort. Tout ce qu'elle espérait que tu serais. Lucas a touché doucement la pierre tombale. Elle me manque. À moi aussi, mon grand. Chaque jour. Nous sommes restés là dans un silence réconfortant. 2 personnes qui avaient survécu à la perte et à la trahison et qui avaient choisi de continuer. Ce soir-là, Lucas m'a aidé à préparer le dîner. Nous avons fait des spaghettis, mettant de la sauce partout, riant du désordre. Après le dîner, nous avons joué à des jeux de société jusqu'à l'heure du coucher. Alors que je le bordais, Lucas m'a regardé sérieusement. « Papa, tu ne me quitteras jamais, n'est-ce pas? Pour de vrai cette fois. » Je me suis assis sur son lit et j'ai pris ses mains. « Pour de vrai cette fois, et pour toujours. Je suis ton père. Rien ni personne ne changera jamais ça. Tu es coincé avec moi jusqu'à ce que tu sois assez grand pour aller à l'université. Et même là, je t'appellerai tous les jours. » Lucas a souri, un vrai sourire qui atteignait ses yeux. « C'est long. C'est le but, ai-je dit, embrassant son front.
Plus tard dans la nuit, je me suis tenue dans l'encadrement de la porte de la chambre de Lucas, le regardant dormir paisiblement. Sa poitrine se soulevait et s'abaissait à un rythme régulier, son visage détendu d'une manière qu'il n'avait pas eue depuis des mois. Nous avions survécu. Nous avions traversé le feu, avions été trahis par les personnes en qui nous avions le plus confiance, et nous en étions sortis. Pas indemnes, mais ensemble. Les cicatrices resteraient, mais elles guériraient. J'ai pensé à Thomas qui pourrissait dans une cellule de prison, consumé par son obsession et son amertume. J'ai pensé à Rebecca, peut-être enfin en train d'obtenir la thérapie dont elle avait besoin pour comprendre sa propre complicité. Mais surtout, j'ai pensé au garçon qui dormait devant moi, mon fils, et à la façon dont l'amour, le véritable amour, avait suffi à le ramener du précipice. J'ai fermé sa porte doucement et je suis allée dans ma propre chambre. Sur ma table de nuit, il y avait une photo de Sarah tenant Lucas bébé à l'hôpital, tous deux rayonnant de vie et de joie. « Nous allons bien », ai-je chuchoté à son image. « Il est en sécurité. Nous allons nous en sortir. » Et pour la première fois depuis des années, je l'ai cru. La famille, ce n'est pas le sang, ni l'histoire, ni les noms partagés. C'est le fait d'être là chaque jour, de se choisir encore et encore, de protéger ce qui compte le plus. Lucas et moi avions appris cette leçon de la manière la plus difficile qui soit. Mais nous l'avions apprise, et cette connaissance, aussi douloureuse qu'elle ait été à acquérir, nous maintiendrait forts pour tout ce qui viendrait ensuite. Ensemble, nous ferions face à l'avenir. Père et fils, une famille de deux. Et c'était suffisant. C'était tout.